Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième jour du Sommet des entreprises durables. Je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Nicolas. Ce sommet est porté par Pulsitive Impact. On informe, forme et transforme les organisations pour qu'elles deviennent plus durables. Et donc aujourd'hui, on a un programme un peu chargé, comme les 3 autres jours d'ailleurs. On va commencer la journée par discuter avec Benoît, qui nous a joint pour parler de la coalition Kaya, de politique, d'écopreneurs, plein d'autres sujets. Bonjour Benoît. Bonjour Nico et bonjour à toutes et tous. J'en profite pendant qu'on démarre pour vous encourager à participer à la discussion. Donc, il y a un chat qui est là pour vous. Vous pouvez poser toutes les questions à Benoît ou à moi. Je les reprendrai et on en parlera directement en direct. Profitez de cette opportunité. Benoît, comment vas-tu? Je vais très bien. Génial. Et après une petite balade dans la forêt ce matin, tout va bien. Bah, écoute, c'est une bonne préparation pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement? Moi, je te connais, mais... Là aujourd'hui, donc, je représente Kaya, la coalition belge des écopreneurs, qui a donc pour but de rassembler tous ceux qui veulent entreprendre autrement, qui veulent un petit peu développer une activité économique qui respecte nos limites planétaires avec un minimum d'équité sociale. Et donc ça, c'est un petit peu tout ce qui se passe au niveau de toute l'aspiration de la coalition Kaya. Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de dire que je suis un boomer qui essaie de sauver son âme. En ce sens que j'ai travaillé 30 ans dans des grandes entreprises, dans le secteur des médicaments en particulier. Alors pour moi, ça a toujours été évidemment la dimension sociétale évidemment du secteur de la santé est importante, mais c'est pas toujours l'image que c'est qui véhicule. Donc c'est pour ça qu'on peut me qualifier de boomer. Mais en même temps, ça fait maintenant, ça fera bientôt 9 ans que je me suis lancé dans un nouveau défi justement parce que je trouvais que les entreprises marchaient un peu sur la tête quand même, et elles ne sont pas encore tout à fait redressées. Et il faut vraiment réinventer l'entreprise, la reconnecter, lui redonner du sens, la reconnecter à la réalité du terrain, à la vie, à la terre, et clairement au vivant. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Et depuis lors, je me suis un petit peu formé à ça. Et depuis lors, je m'engage, je suis actif dans toute une série de projets qui visent à, quelque part, remettre l'économie au service de l'homme et de la nature, et plus l'inverse. C'est un beau projet. Soyons utopistes. Il faut. Sinon, on parlera d'imaginaire à la fin, donc je pense que c'est important. Normalement, je le fais dans l'autre ordre, mais comme tu as parlé de transition intérieure aussi, ça a été quoi ton déclic à toi et qu'est-ce qui a fait qu'un boomer change? Quelque part, c'est à mon frère que je dois le point de départ, mais ça date de 2006, 2007, quelque chose comme ça. Mon frère avait créé une entreprise dans le photovoltaïque, qui très vite s'est spécialisée dans le photovoltaïque intégré au bâti. Et à l'époque, en 2007, c'était un peu innovant. Et puis, il a bien mené sa barque. Et ça m'a interpellé de voir que vraiment... et justement, lui m'a recommandé un livre de Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Et en fait, c'est là que je me suis demandé comment je n'ai pas compris ça plus tôt, à quel point l'énergie est déterminante, pas seulement dans l'activité économique, mais dans toute la société, et dans le modèle de civilisation même dans lequel on est. Et que fatalement, il y avait la problématique du climat qui est rentrée en jeu, des énergies fossiles, et que fatalement, il fallait un petit peu changer de modèle énergétique. Et à quel point c'était déterminant à tout point de vue. Et c'est vraiment ça qui a été le déclic. On me dit, oh là, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Et puis voilà, c'est un petit peu ça le point de départ. Mais il faut savoir qu'après, je vous ai parlé un petit peu du fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut changer les choses. Et j'ai eu la chance de rejoindre des projets comme le campus, enfin je ne l'ai pas rejoint, j'ai participé à la création du campus de la transition en France, avec des gens comme Cécile Renoir, Gaël Giraud, etc. Donc, je fais partie des fondateurs du projet. C'est un beau projet, c'est encore un rêve d'aller visiter le lieu. Viens avec moi, j'y vais ce week-end. Donc, c'est peut-être un autre week-end. Et c'est là c'était une source d'inspiration vraiment énorme pour moi. D'abord, les rencontres avec les différentes personnes impliquées là-dedans, beaucoup de jeunes évidemment, c'est un éco-campus, et puis tout le modèle que ça implique.
Ok, chouette. Et c'est de là aussi d'ailleurs que vient pour moi la question de la gouvernance, qui est un élément essentiel de Mhm. transformation. Ouais. Et comment tu fais le lien avec Kaya entre l'université de la transition et puis le plaidoyer? Mais c'est globalement le même objectif, c'est de faire émerger une autre société, une société qui est beaucoup plus durable, résiliente et aussi solidaire. Et aussi et surtout, ça c'est une question qu'on peut discuter longtemps, mais de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. Ça marche. Et très clairement, c'est le même objectif. Le campus de la transition a pour but de proposer des alternatives Mhm. à l'enseignement supérieur pour préparer quelque part les acteurs à transformer notre société et à transitionner. Mhm. Mais le CAIA, c'est aussi un peu la même chose, c'est de fédérer tous ceux qui veulent entreprendre autrement, plus sur un plan opérationnel et entrepreneurial. Mais on veut aussi complètement changer l'entreprise et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. en faire une entreprise qui est beaucoup plus contributive à la société et à l'environnement. Ouais. C'est un beau projet. Et on va parler de Kaya en plus en détail. Mais avant ça, je pense que tu as donné plusieurs éléments, mais on demande à tous nos intervenants. euh, J'arrête pas de dire qu'on a volé la question à un podcast qui s'appelle Sismic, parce que je n'aime pas dire que c'est moi qui ai inventé cette question, qui est brillante, et qui est par quel prisme toi tu vois le monde. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ta vision du monde et comment tu lis ce qui se passe autour de toi. Il y a l'énergie, il y a le plaidoyer, il y a la transition, mais voilà, Ouais, c'est une grande question. Hein. Je pourrais en faire un livre, hein, même si je ne me sens pas de faire un livre là-dessus, en tout cas pas qu'il soit lisible. Mais le monde, il y a plusieurs éléments, hein, mais globalement, moi je le vois comme un écosystème. Hein. Un écosystème où il y a la vie et c'est ça qui est intéressant. Et que l'humain est un animal social, hein, et qui a besoin de liens sociaux. Et donc, c'est toute cette dynamique dans l'écosystème qui est intéressante. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'économie a un peu pris le dessus sur tout et elle est régie par la relation entre l'offre et la demande. Hein. Et donc, c'est toutes les transactions qui poussent les choses, mais les transactions, elles ne prennent pas en compte leur impact sur l'environnement et sur la société. Et donc, on est dans un système très clairement où tout est tiré par la dimension exclusivement économique. Hein, et c'est un petit peu ça le souci. Tout le monde dit non, c'est un peu la main invisible qui gère tout, quoi. Hein, et puis alors, on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Hein, et c'est un petit peu ça le système. C'est que le problème, c'est que notre écosystème aujourd'hui, il est déséquilibré puisque la dimension économique a pris le dessus. Hein, et donc voilà, il faut changer le système. Ouais. Et c'est un peu la contribution que Kaya essaie d'apporter. Eh ben, on se lance dans Kaya. Raconte-moi l'histoire de Kaya. Qu'est-ce que ça démarre quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'en sais rien, j'étais pas là. Comment t'arrives là? Donc en fait, Kaya est le fruit de la fusion entre Ecopreneur Belgique, qui était un mouvement qui avait été initié par essentiellement des gens qui étaient au départ des consultants et des experts dans le développement durable, hein, et qui ont essayé de faire rire un peu les entreprises qui voulaient s'engager vers plus de durabilité. Et un peu plus tard, il y a eu la coalition climat. La coalition Kaya. Justement, je les ai croisés hier soir. Mais la coalition Kaya, qui elle était plutôt un manifeste des entreprises en faveur de la transition écologique et solidaire, sur l'économie régénérative, etc. Et puis progressivement, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient sur le même territoire et ils ont décidé de fusionner. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont contacté en disant tiens, t'as pas envie on a besoin de quelqu'un qui a une casquette neutre, hein, et t'as pas envie de venir un peu mener le projet. Et à ce moment-là, moi, je sortais juste de CO2 Logique, qui était un des projets où j'ai été engagé pendant un certain temps. Et donc, je dis bon, ouais. Au début, j'avais dit je veux bien faire ça un ou 2 jours par semaine. Et voilà. T'avais le pied dans le Les pieds dedans. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça c'est un petit peu l'histoire. Ouais. Alors Kaya, c'est quoi? En fait, Kaya a pour raison d'être d'amplifier les éco-entreprises, hein,
pour en faire la référence, hein, pour que ça, quelque part, le modèle de l'éco-entreprise devienne le nouveau standard de l'entreprise de demain, Mhm. et faire de l'économie régénérative, en fait, le modèle aussi dominant. Et ainsi, on pourra avoir enfin une société un peu plus Mhm. durable et un peu plus solidaire. Ouais, parce que là, pour l'instant, le constat, c'est que quand on essaye d'entreprendre sans détruire, en fait, on se heurte à la machine économique qui Exactement. fait que tout le monde se base sur les Exactement. prix, quoi. Exactement. Et là, en fait, il y a un double nœud dans le système économique, en fait. Mhm. C'est que, je peux utiliser les mots qui fâchent. Hein, Vas-y, on y va. Ici, on fait ce qu'on veut. Il y a une prime, il y a une prime au vice. Mhm. Hein. Celui qui crée des dommages, comme tu le dis, il ne paye pas la facture. Ouais. Et rendez-vous dans la presse ce week-end d'ailleurs à ce sujet-là, parce que nous venons de terminer une petite analyse. Si on prend les entreprises du Bel 20, 40% d'entre elles passent dans le rouge Mhm. si elles payaient la facture, rien que la facture carbone. Donc, clairement, c'est pas Ouais. tenable. Non. Hein, c'est pas tenable. Et je ne parle que du carbone. Hein, je ne parle pas de l'ensemble des dommages environnementaux. C'est une collab avec Axilia. Exactement, c'est eux qui ont fait l'analyse. Et en fait, ils ont créé le Vérité 40 en Ouais. France et nous avons créé le Bitfous avec eux. Et donc, Chouette. je ne peux pas trop en parler parce que les exclusivités dans la presse qui sortiront Oups. C'est en live, ce hein. week-end. C'est en live, donc voilà, mais rendez-vous ce week-end dans la presse si vous voulez en savoir plus. Et clairement, c'est un premier nœud. Ouais. Et à côté de ça, on a tous les écopreneurs, hein, et vous en faites partie, Mhm. qui eux essaient de véritablement créer une valeur environnementale et sociétale, mais celle-là, elle n'est pas valorisée. Hein. Elle n'est pas valorisée, donc ils ont du mal. Hein. Soit ils parviennent pas difficilement à en vivre, soit ils ont des difficultés à se développer, mais ils n'ont pas les éléments pour se développer, pour développer leur notoriété, etc. Et donc ils restent enfermés, et ça c'est le deuxième nœud. Et c'est ce double nœud qui, quelque part, étrangle le mouvement de la transition. Hein. Et il faut véritablement changer ce problème-là. Il faut valoriser la création d'impact environnemental euh, et sociétal, et social de manière générale. Et en même temps, celui qui crée un dommage, pollueur-payeur. Hein. C'est un principe fondamental dans le droit de l'environnement. Et il est très très peu appliqué. Et c'est Systémique, enfin, c'est marrant parce qu'on parle souvent d'externalité. C'est exactement ça. Et c'est ça, mais le fait que ce soit une externalité est problématique. Le mot externalité C'est est pour ça problématique. qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est beaucoup Jacques Crel qui parle de la prime au vice. Ouais. Mais il y a une prime au vice, mais il n'y a pas de prime à la vertu. Ouais. Hein. Et justement, tous les écopreneurs, je pourrais en prendre plein d'exemples, mais un bel exemple, c'est Urbike. Hein. Et je ne suis pas là pour faire la promotion d'Urbike, mais même s'il le mérite. Oui, si on peut faire de la promo. Oui. Mais ils ont, eux, fatalement une démarche très, très vertueuse, Ouais. tant sur le plan social qu'environnemental. Et ils ont face à eux des alternatives qui ne payent pas le vrai prix de leur énergie, qui, pour certains, font appel à des contrats précaires, des emplois précaires. Hein. Quand on prend tous les services d'expédition, c'est tous des prestataires qui, à la fin, arrivent sur des gens qui sont indépendants. Ouais. Hein, et je ne parle même pas encore d'autres en vélo qui le font en direct. Hein, mais bon, ça, on ne va pas faire du mal aux autres. Mais c'est le problème. Ouais. Et tous les écopreneurs sont quelque part face à ce problème-là. Ouais. C'est le problème de l'absence de prime à la vertu et de prime au vice. C'est clair. Bah, ça résume bien le problème. Du coup, Kaya. Enfin, moi je le sais parce qu'on fait partie de Ouais, Kaya. bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites réellement? Et qu'est-ce qu'on fait réellement trop de choses parce qu'on est un peu tous épuisés. C'est pour la bonne cause. Hein. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est rassembler, deux, inspirer et trois, influencer. Alors, rassembler, il est clair que tous ceux qui veulent entreprendre autrement, qui veulent véritablement que l'activité économique contribue positivement à la société aujourd'hui et demain, je pense que nous, on veut essayer de les rassembler et leur dire, vous avez raison. Et le faire qu'ils se sentent forts, qu'ils se sentent pas marginaux, et qu'ils aient bien conscience qu'ils sont un mouvement représentatif.
et que ce mouvement est ample. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Et nous, on veut véritablement essayer de fédérer et de rassembler les écopreneurs. Et on crée toute une série d'activités. Je voudrais en prendre une en exemple. On crée aussi, fatalement, on reste un peu dans notre univers entre écopreneur et politique. On fait des Kaya at Home, c'est-à-dire chez un écopreneur, dans une région, on rassemble des écopreneurs de la région avec un politicien local. Hein, on l'a déjà fait avec Pierre-Yves Dirmagne chez Gramiterme, avec Yvan Verhoekstra chez Albinet. Et la semaine prochaine, le 28, on fait ça chez Retrival, à Charleroi, avec Thomas Dermy. Hein. Et donc, on rassemble sur une thématique des écopreneurs et un politicien. Et ensemble, ils essaient d'échanger. Moi, j'ai besoin de ça. Et quelque part, un peu, le principe, c'est de se mettre à la place de l'autre. Hein. Et c'est des tout petits groupes, hein, d'une 15, 20 personnes, avec des échanges très proches avec les politiciens. C'est un exemple. Alors, on a toute une série d'activités pour mettre les écopreneurs en contact, des conférences qu'on fait, mais on en fait 1 ou 2 par an. L'Assemblée générale, qui est aussi un événement important. Ça, c'est vraiment le côté fédérateur. Ouais. Hein. Et il est très important qu'on soit nombreux. Hein. Parce que, quelque part, nous, C'est qui fait le poids. il faut faire le poids face au business as usual. Et je ne citerai pas de nom, on ne peut fâcher personne. Mais il y a d'autres fédérations d'entreprises qui sont très, très, très nombreuses. Il faut que nous, on parvienne à se faire entendre. Ouais, c'est clair. Donc, on doit être nombreux. Donc, rassembler, c'est un premier point. Mhm. Deuxièmement, inspirer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs se disent, ouais, je comprends qu'il y a un souci, je devrais peut-être faire quelque chose, mais Mhm. est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je dois vraiment y aller? Comment je dois faire? Toutes les bonnes pratiques, tous les exemples Mhm. qui sont vécus par les écopreneurs, on essaie de les rendre visibles, Ouais. ce qui leur permet à eux d'avoir une certaine notoriété, mais aussi que ça peut permettre de croire que des modèles alternatifs sont possibles et peuvent réussir. Mais comme je le disais tout à l'heure, très souvent, les règles du jeu ne sont pas nécessairement favorables à des modèles vertueux, donc il faut influencer pour vraiment changer le système. Hein, je dis souvent que c'est un peu difficile de gagner un match quand on est obligé de jouer avec les mains, alors qu'il y en a d'autres qui jouent avec les pieds. Enfin, en football, évidemment, en handball, c'est un peu ça. Mais clairement, les règles du jeu sont pas faites pour des modèles vertueux. Et donc, il faut travailler beaucoup au niveau du monde économique et politique pour faire changer les choses. Ouais. Et là, c'est vraiment la spécificité de Kaya. Et c'est véritablement de plaider pour un modèle où l'entreprise peut valoriser sa contribution sociétale et environnementale. Ouais. Et là, j'atteste qu'il y a un travail de fou qui est réalisé sur ce sujet-là aussi. Vous êtes, moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de m'engager dans un des plaidoyers, mais un de ces 4, ça va le faire. Bien sûr. Mais donc, il y a plein d'écopreneurs qui bossent sur des sujets que vous, on a voté comme étant importants pour les écopreneurs, justement pour changer les règles du jeu. Est-ce que tu peux... C'est des groupes de travail, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe et puis sur quel type de sujet on travaille? Vraiment, c'est une coalition. C'est la coalition des écopreneurs. Et donc, nos propositions sont autant que possible co-construites en partant de l'expérience des écopreneurs. Et donc, en effet, c'est fin 2022, on a initié une petite analyse d'abord un peu des enjeux des écopreneurs, ce qui nous a permis d'isoler essentiellement 5 thématiques. Et on a à ce moment-là créé ce qu'on appelle des groupes de plaidoyer, qui ont sur ces thématiques-là cerné le problème et formulé des propositions. Et ces propositions ont fait l'objet d'un processus un peu de relecture et ont été proposées au mois de juin l'an dernier en Assemblée générale. On a essayé par une approche de décision par consentement, quelque part, d'opter pour avoir une adoption délibérative de ces propositions-là. Et depuis le 6 juin, tout ce qui émane de ces groupes de plaidoyer, on avait globalement quand même une 40aine de personnes qui ont vraiment participé. Et ça continue. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est clair qu'on continue à travailler sur ces propositions. Bien, depuis le mois de juin, on les a portées au niveau des politiciens. Je ne sais plus le nombre d'entretiens qu'on a eu avec les politiciens, mais il y en a tout le temps.
Ouais. On a dû voir dans les partis politiques 30, 40 réunions probablement en 9 mois. Avec plusieurs où on s'est revus, on a rediscuté, on a nous aussi un peu affiné les propositions. C'est là un peu que les groupes continuent à être actifs. Hein. Et là aujourd'hui, on se retrouve quand même pas mal dans les programmes électoraux. Donc les propositions de Kaya sont reprises dans les programmes. Ah oui, on a la chance là, depuis maintenant le 1er mars d'avoir une coordinatrice, une nouvelle coordinatrice de tout le développement de ce plaidoyer, qui s'appelle Léna. Léna Azam, qui nous a rejoint le 1er mars. Et son premier travail était justement de faire un peu un mapping de tous les programmes électoraux et de voir un peu où on se retrouvait. On est quand même un peu surpris de voir l'impact qu'on a. Ouais. Au départ, on s'est dit, allez, si on a une ou deux mesures qui passent dans l'un ou l'autre parti, c'est pas mal. Là, aujourd'hui, on est bien au-delà de ça. Tout bord politique ou oui, globalement, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, dans 3 parties. Ouais. Pourtant, les contacts ont été bons avec 2, enfin peut-être 3,5. Ouais. Les contacts étaient bons dans les 5 parties qu'on a vues. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur les francophones aussi. On peut en parler aussi du côté néerlandophone, mais pour des raisons de focus pragmatique et de focus, malheureusement, on est resté focalisé sur les francophones. On a quand même pas mal d'échanges et l'impact est quand même pas mal. Et donc là maintenant, justement, on s'apprête un peu de mettre ces thématiques-là dans la campagne électorale et d'essayer de peser un petit peu sur le débat, modestement, parce qu'après tout, on n'est quand même pas très musclé, mais on n'a pas de pétrole, mais on a plein d'idées. C'est ça. Et vous êtes là, il faut être présent, c'est déjà ça. Et puis, non, je pense c'est même, moi je suis moi-même étonné à quel point on est sur le terrain, quoi. Est-ce que tu penses que, c'est pas du tout la question, hein, je diverge par rapport à la préparation de ce call, mais est-ce que tu penses que c'est parce que les propositions sur lesquelles vous avez bossé, en fait, il y a un manque d'intérêt, de réflexion sur les sujets, de compétences sur ces sujets-là de la part des groupes politiques? Est-ce que vous venez avec quelque chose de vraiment différent? En fait, le fait d'arriver, ça leur permet de légitimer quelque chose qu'ils auraient voulu mettre, mais qui... Enfin, c'est pas si la question est très claire, mais... Si, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi nos propositions passent, pourquoi les gens passent en nous? Ouais. Oui. Je pense qu'il y a un point important, c'est quelque part, même si nous représentons environ, globalement, 500 entreprises, mais effectivement une grosse centaine, c'est quand même, elles sentent la réalité un peu de nos propositions. C'est vraiment des choses qui sont quand même, qui permettent d'agir à la racine. Ça, c'est notre principe, c'est quand même un changement systémique. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans leur mode de réflexion traditionnel, parce qu'ils sont dans un système beaucoup plus politique. Nous, on est quand même un peu plus dans la réalité de l'entreprise. Ouais. Et on est, clairement, on ne tient pas le même message que les secteurs traditionnels de l'entreprise. Donc, je pense que c'est ça qui est bien. Et puis en effet, ils ne peuvent pas penser à tout. Non, mais je crois qu'il faut rester modeste aussi. Hein. On n'a pas réinventé l'eau chaude. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Nous, c'est beaucoup d'essayer de rendre actionnables des choses qui sont globalement un peu dans l'air, mais essayer de les rendre actionnables et de les faire représenter par des entrepreneurs. Ouais. Justement, est-ce que tu peux, parce que du coup c'était un peu cryptique, on a parlé de ces propositions, les gens ne savent pas de quoi on parle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Moi je les trouve assez, elles sont comme tu dis assez engageantes en termes systémiques. Les plus fortes ou celles que tu préfères? Ouais. Alors là, ça c'est Je sais que toi, tu en as des préférés. Oui, je suis pas censé, c'est pas mes préférences qui doivent ressortir, même si naturellement on peut difficilement se changer. Mais je suis surtout là pour essayer de représenter la coalition. Hein. Mais globalement, il y a beaucoup il y a 3-4 mesures qui tournent autour de la réorientation des fonds publics vers la transition.
et véritablement que les fonds publics soient exclusivement dédiés à une vraie transition. Et ça, c'est un gros débat. Parce que les fonds publics, ils vont à la transition, mais une transition toujours sur des modèles économiques croissance verte, ouais, voilà, par exemple. Et non, nous, très clairement, on appelle à ce que bien entendu, tout ce qui peut être aide publique à l'entreprise, à la recherche, qui soit vraiment fléché vers des vraies transitions. Et nous plaidons notamment pour l'utilisation de la trajectoire de transition comme outil de pilotage. Parce que dire, voilà, telle entreprise aujourd'hui, elle se dit qu'elle se met en conformité sur tel critère ESG, et puis mais comment est-ce qu'on mesure, et puis qui le contrôle, hein. Par contre, si elle est appelée à définir une trajectoire de transition dans laquelle elle fixe les objectifs à la hauteur des enjeux, et où clairement, elle fait sa part du boulot, hein, et qu'elle est appelée à suivre ces engagements-là, hein, et pas juste pour 3 ans. Trajectoire de transition, c'est 2050. Ouais. Et globalement, ce que nous, on propose, c'est de dire 6 balises, hein, certaines à moyen terme, à court terme, d'autres à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire 2026, 2028, 2030, 35, 40, 50. C'est 6 points de contrôle, enfin plutôt de balises sur lesquelles l'entreprise doit s'engager là où elle a un impact écologique matériel, et à travers ça, qu'elle mette une feuille de route et qu'elle prouve qu'elle suit cette feuille de route, bien entendu. Et donc ça donne toute une dimension prospective, mais ça aussi, ça crée une dynamique dans l'entreprise. Ça devient un projet d'entreprise, hein. Et ça devrait être l'outil de pilotage des fonds publics. Ouais. Que ce soit dans les aides publiques, que ce soit dans les marchés publics. Je pense qu'une entreprise ne devrait pas avoir accès aux marchés publics si elle n'a pas une trajectoire de transition. Mais surtout, vu le projet de transition de l'État, il y a une question de fractal. Évidemment, l'État, lui, il est obligé, il a signé les accords de Paris, il a signé les accords sur la biodiversité. Donc, il s'est engagé sur le plan international, et puis après, il rentre au pays, qui va le faire avec moi? Il essaie avec les régions, hein, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et donc, dans toute cette dynamique-là, les fédérations sectorielles ont aussi un rôle essentiel à jouer. Parce que les grandes entreprises de leur secteur, peut-être qu'elles vont savoir le faire toutes seules, mais les plus petites, il faut quand même leur donner des orientations dans ce secteur. Et donc, il faut créer aussi une dynamique là-dessus. Et donc, le premier point, c'est véritablement que les moyens publics aillent à une vraie transformation, pas à de la RSE, hein, où on met des rustines sur le même modèle. Faire moins mal. Fait moins mal, mais ça reste le même modèle économique. Il faut vraiment changer le modèle et transformer l'organisation. Ça, c'est un des axes. Le deuxième axe, bien entendu, c'est les finances publiques. Elles sont aussi dans d'autres institutions, comme par exemple la Banque Belfius. La Banque Belfius, la collectivité l'a déjà payée, puisqu'on l'a rachetée quand elle était au bord de la faillite en 2008. Cette proposition-là, c'est la préférée de Pulsitive. Nous, on a le droit d'avoir des préférés. Hein, et donc, très clairement, aujourd'hui, l'État a une banque avec des moyens très élevés. Je ne connais pas le montant de tous les placements et prêts que font, ou investissements que font Belfius, mais c'est plusieurs dizaines de milliards par an. Tout ça doit être dédié à l'adaptation, enfin à l'atténuation et à l'adaptation du changement climatique. Si on fait de Belfius une banque du climat, il y a beaucoup de moyens qui vont aller vers ça. Alors, toujours sur la même question, il y a une étude qui nous tient à cœur, celle qui a été publiée par l'Institut Rousseau ici début février, qui s'appelle Road to Net Zero, qui quelque part calcule le niveau d'investissement qui devrait être fait pour transformer notre économie, et qui fixe un peu la feuille de route, où le faire, dans quel secteur, etc. Et cette étude nous dit qu'il faut, par rapport à ce qui est fait au moyen d'aujourd'hui, il faut 2,3% du PIB en moyenne pour faire ce qui est nécessaire. 2,3%, ça va. Hein, mais en même temps, 2,3% du PIB, le secteur privé doit aussi faire sa part. Et donc, si quelque part, tout le secteur privé
se dit que chaque année, il investit 2,3% de ses recettes dans sa décarbonation, il est déjà sur la bonne voie. Alors on peut mettre des incitants pour ça. Et une des mesures que nous on propose, c'est justement de dire, tiens, toute entreprise, quand elle en fin d'exercice, quand il y a des risques qui portent sur l'avenir de son activité d'aujourd'hui, elle fait des provisions. Provisions pour risque ou réduction de valeur. Ces émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment un risque pour l'environnement, pour l'entreprise, mais aussi un risque de réduction de valeur. Eh bien, qu'elle fasse une provision correspondant à ces émissions de gaz à effet de serre dans sa comptabilité. C'est clair que le dividende va baisser. Voilà. Le dividende va baisser, en principe, l'impôt pour la société aussi. Mais ces liquidités qui vont revenir peuvent être réinvesties. Et les 2,3% qu'on cherche, ils sont peut-être déjà là. Et donc, à ce moment-là, on a un système qui incite l'entreprise à faire sa part dans la décarbonation. Ça, c'est toute une série de choses. Alors, on a aussi dans ce domaine-là, il y a plein de gens, comme vous l'avez fait, qui se lancent dans des projets d'entreprises vertueuses. Et c'est pas simple. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, celui qui crée de la valeur environnementale sociétale, il ne gagne pas d'argent avec ça. Donc on a quand même un petit peu besoin de vivre, malgré tout. Pas que d'amour et d'eau fraîche, même si ça aide. On a besoin de ça aussi. On a besoin de ça aussi. Mais globalement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, donc on parle d'amour. Non, voilà, et puis ça me monte à la tête. Non, mais, et donc, très clairement, il faut pouvoir aider à cette reconversion. Et donc, on a toute une série de propositions par rapport à ça. Mais, par exemple, d'avoir un revenu complémentaire pendant jusqu'au moment où celui qui crée une nouvelle activité arrive à l'équilibre et à gagner sa vie. Et donc là, il y a une aide à la reconversion qui est nécessaire. Ça, c'est toute la partie financement. Alors, il y a plein d'autres choses encore, par exemple au niveau de la TVA, pour corriger le signal prix sur toute une série de produits, les produits, ce qu'on appelle nous les éco-produits. On a identifié toute une série de choses dans ce domaine-là. Il y a des mesures au niveau de la circularité, pour essayer d'essayer de faire monter la part du réemploi comme matière première. Il y a des mesures en termes de publicité. La publicité est un élément essentiel. Je ne vais pas me lancer là-dedans, sauf si on a encore un peu de temps. C'est un gros sujet. Il nous reste 25 minutes. Je donne rendez-vous. Justement, on est partenaire d'un événement qui s'appelle Pubtopia. Le 16 et le 17 mai à Mons, avec la Haute École de Louvain-Hainaut et les responsables de tout ce qui est art graphique. Ils organisent tout un événement autour de la durabilité dans la communication et la publicité. Et on est partenaire là, on parlera un petit peu de nos mesures dans la publicité, mais on va créer un hackathon. Chouette. On va lancer un hackathon, on va proposer à nos écopreneurs de soumettre un cas à des étudiants qui auront pour défi de rendre le durable désirable. C'est beau. Et donc, agir sur la publicité, c'est aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, la publicité, c'est un peu le vecteur du consumérisme, mais excusez-moi pour dire des mots qui fâchent, mais c'est le vecteur du capitalisme. On crée le besoin de choses dont on crée le manque, en fait. Ce qui donne envie d'utiliser quelque chose dont on n'a peut-être pas besoin. Et c'est ça qui fait toute la surconsommation. Et alors qu'aujourd'hui, il faut revenir à la sobriété. La publicité doit être là pour permettre aux consommateurs de faire des choix, enfin, aux citoyens, je préfère, de faire des choix responsables. Utiliser tout ce qu'on sait des neurosciences et de comment on peut convaincre pour... Toute la puissance de la publicité doit être là pour changer notre perception de ce qu'on croit qui est nécessaire pour être heureux. Mais le seul problème, c'est que c'est de la pub pour ne rien vendre. Et ça, c'est intéressant. Ou quelque chose qui n'a pas de prix. Ou quelque chose qui n'a pas de prix. Oui, c'est vrai. Ou alors, il faut donner un prix aux choses qui n'ont pas de prix. Ça c'est un autre débat. Mais c'est intéressant parce hier, on a eu Maxime de Give Action qui est venu parler justement de communication. Il est tout à fait impliqué dans tout ce qu'on fait là-dessus. De greenwashing. Et la veille, on a discuté avec
avec Isabelle Delannoy et Patrick Mhm. Salama, qui ont, pour ceux qui nous ont pas vu l'économie sur la, symbiotique. Ouais. voilà, l'économie symbiotique. Et lui il travaille beaucoup sur la communication symbiotique et sur en fait comment on renverse le modèle Mhm. dominant par la communication. Donc Ouais. ça se lit, donc c'est Ouais, tout à cool. fait. Ouais, alors vous avez, ça c'est un peu de notoriété publique, mais la société à mission d'intérêt commun, Ouais. c'est aussi une proposition très importante qu'aujourd'hui, ben justement, 2 parties la portent. Ah, waouh, Hein. félicitations. Donc vous pouvez regarder, c'est dans le programme de 2 parties, dont un qui dit clairement société à mission d'intérêt commun. Là, on peut pas nier que ça vient de Kaya. Il y avait marqué From Kaya sur les programmes Presque. de. Mais, et donc on continue beaucoup à travailler là-dessus, Ouais. et y compris au niveau européen. On a sorti une tribune au mois de février, Mhm. disons, bâtir le modèle européen de l'entreprise de demain, qu'on a fait avec la communauté des entreprises à mission en France et à Mhm. Benefit en Italie. Tout le monde, à mon avis, qui nous suit, comprend, enfin, ne sait pas ce que c'est une société à mission Mhm. d'intérêt commun. Tu peux Mhm. nous expliquer ce que c'est? Alors, très clairement, c'est redonner du sens à l'entreprise. Mhm. C'est faire que l'entreprise soit, c'est ce que je disais dès le départ. C'est oui, le projet. C'est remettre Ouais. l'économie au service de l'homme et de la nature, et plus Mhm. l'inverse. Ouais. Et la société à mission, c'est ça. C'est-à-dire que l'entreprise se donne une raison d'être sociétale, en disant qu'est-ce qu'elle apporte à la société. Mhm. Et en même temps, et ça c'est très important, face au besoin de transformer l'entreprise entre un modèle qui, quand même, est là pour créer de la valeur et la garder pour certains, hein, qu'il accumule et qu'il accumule et qu'il accumule. Ici, il faut transformer le modèle. Mhm. Et donc, il faut des engagements, hein, sociaux et environnementaux. Ouais. Et là où nous, on va plus loin que ce qui existe, par exemple, en France, parce que la société à mission, point, pas d'intérêt commun, Mhm. existe en France, nous, il faut glisser là-dedans, notamment la trajectoire de transition dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Pour être entreprise à mission, il faut véritablement avoir ce cheminement vers la contribution de l'entreprise Mhm. et la réalisation de sa raison d'être. Et troisième élément important, c'est que dans une société à mission, Mhm. il faut impliquer les parties prenantes. On parlait de gouvernance tout à l'heure. Je pense que si on veut véritablement que la dimension sociale et environnementale soit reflétée dans les décisions de l'entreprise, ça ne peut pas être que des mandataires de l'actionnaire qui prennent les décisions. Il faut des gens qui connaissent, maîtrisent les dimensions environnementales et sociales, et quelque part, il y a un intérêt. Mhm. Donc il faut un comité de mission où on retrouve des gens qui ont la compétence et l'aspiration à intégrer les 3 dimensions Mhm. économiques, environnementales et sociales dans les décisions. Et donc, quelque part, ce comité de mission doit être le garant du respect de la raison d'être et des engagements de l'entreprise. Donc c'est un comité séparé Oui, du tout à fait. conseil Oui, d'administration. parce que le conseil d'administration a, lui, la responsabilité entière de l'entreprise, Mhm. et le comité de mission doit, lui, être le garant du respect de la raison d'être et des engagements. Mhm. C'est sa compétence. Il ne va pas intervenir sur tout, mais très clairement, il doit pouvoir peser. Mhm. C'est pas un organe juste consultatif, il doit pouvoir peser. Mhm. Hein. Et c'est pour ça qu'il doit être aidé d'un organisme tiers indépendant. Mhm. Et là aussi, nous on plaide pour très clairement que cet auditeur environnemental et social soit distinct du réviseur d'entreprise. Mhm. Hein. C'est d'autres compétences Mhm. et c'est d'autres intérêts. Et à ce moment-là, ils font ensemble, comité de mission et l'auditeur environnemental et social, font un rapport de durabilité au CA qui doit être soumis à l'Assemblée générale. Et donc, comme il y a le rapport de gestion Mhm. traditionnel qui est soumis avec les comptes annuels à l'Assemblée générale, il y aura le rapport de durabilité. Et l'Assemblée générale, à ce moment-là, prendrait ses décisions en connaissance de cause avec les 3 paramètres Mhm. financiers, économiques, environnemental et social. Ça, globalement, c'est un peu toute l'approche de la société à mission d'intérêt commun. Et j'insiste sur la mission d'intérêt commun parce que un jour, quelqu'un me dit, oh, mais toutes les entreprises ont une mission. Ouais, c'est pour ça que c'est une mission d'intérêt commun. Et que nous allons plus loin en cadrant un peu plus et en permettant de structurer un peu plus la démarche sociale et environnementale de l'entreprise. Et l'idée, c'est de donner un nouveau statut, comme en France, je pense que c'est un Alors ça, statut. non, c'est une qualité.
Une qualité. C'est une qualité. Et là, on réfléchit encore là-dessus, sur les différentes approches, mais l'idée n'est pas d'en faire nécessairement une entreprise différente, mais que ce soit une formule que toutes les formes juridiques existantes puissent adopter. Ouais. Mais ça doit se retrouver dans les statuts de l'entreprise pour être opposable juridiquement. Donc ça, là, on ne va pas rentrer dans les aspects trop techniques, mais voilà, c'est un des sujets clairement qu'on porte depuis pas mal de temps et qui fait son chemin. Et on le fait au niveau européen, donc avec toute une série d'autres associations. C'est assez important aussi de le faire effectivement au niveau européen parce qu'il y a beaucoup de choses qui se discutent là. Et bon, après, ça percole et on ne sait pas trop comment c'est appliqué au niveau plus régional, mais en tout cas, c'est top. Je vois qu'il y a quand même pas mal de petits messages. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si. Non, je crois pas qu'il y a des questions. Monologue. C'est des gens qui disent bonjour. Ah, c'est des gens qui disent bonjour, c'est bien. Et donc, salut. Moi, je voulais savoir si. Donc là, c'est les élections bientôt. Donc, effectivement, il y a clairement une fenêtre d'opportunité pour vous, enfin pour nous, écopreneurs, de faire peser notre voix dans le milieu politique. Est-ce que tu vois des opportunités et des freins, enfin des opportunités donc que ça va se faire, tout ce qu'on discute? Est-ce que tu penses que ça va y aller? Et puis, est-ce qu'il y a des freins à tout ça? Oui, alors, il y a différentes choses à faire. Là, si vous voulez vraiment, je crois qu'un des premiers points, c'est qu'on l'a dit au départ, pour nous pouvoir vraiment peser et face à la FEB, l'Union Wallonne, le BCI et d'autres, il faut qu'on soit nombreux. Et donc, si vraiment quelqu'un aspire à voir ce modèle d'entreprise contributive et respectant les limites planétaires et l'équité sociale, envie vraiment de voir cette autre forme d'entreprise émerger et devenir la référence, je crois qu'il faut nous rejoindre et dire, moi, je veux que vous portiez ma voix, et qu'on soit à ce moment-là des milliers. Petite interlude, j'en profite parce qu'on en parle. Petite interlude et vous faites un recensement justement. Oui, tout à fait. Les écopreneurs. Ouais, alors ça, c'est un pas un peu plus loin, et en effet, on peut en parler, on doit en parler. C'est que on parlait de notre activité. En fait, on a eu des échanges avec la région Wallonne qui nous a mandaté pour essayer à la fois de voir où se trouvent tous ces gens qui aspirent à entreprendre autrement, combien ils sont potentiellement, ce qu'ils font, où ils sont, et puis surtout, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent, c'est quoi les choses qui leur permettraient de véritablement se développer et de devenir la référence et de faire de l'ombre au business as usual. Et donc c'est ça qu'on lance un recensement de ces entreprises-là, de manière à, dans une phase ultime, de créer des petits ateliers et puis pour essayer un petit peu de faire une étude. Quels seraient les leviers pour permettre à ce modèle d'entreprise, celui qu'il a envie qu'il émerge, de quoi il a besoin, quels sont les leviers qui permettraient d'activer ça, et ainsi faire des recommandations à la région Wallonne. Et donc, c'est justement notre appel qu'on va lancer. C'est un petit peu une grande première parce que c'est la première fois qu'on en parle. Et c'est de manière un petit peu précoce. On n'est pas tout à fait prêt à lancer l'activité, enfin l'appel de manière large. On s'y prépare, mais c'est un peu un scoop pour le sommet des entreprises durables. C'est le lancement de ce recensement. Donc, tout qui vraiment a envie de voir émerger le modèle que je viens de développer et qui est celui que défend Kaya, faites-vous connaître. Il y a un petit questionnaire au départ avec le QR code là, que vous avez sur l'écran. Et puis après, on reprendra contact avec vous pour creuser un petit peu plus la question et mieux se connaître et puis aller vers ces recommandations à la région Wallonne. Et ça, on a besoin de le faire ensemble, de le faire remonter du terrain. Donc, on a vraiment besoin que tous ceux qui partagent cette envie d'entreprendre autrement, ils se fassent connaître et qu'on puisse ensemble développer les choses. Mais donc, scannez ce QR code et partagez-le avec tous vos potes écopreneurs, que eux puissent le partager à tous leurs potes écopreneurs. Exactement. Et normalement, en cette connexion, on devrait quand même avoir brassé toute la Belgique, je pense. Il y a un truc. J'espère. Donc, je sais pas, il nous faut minimum 1000 entreprises avec lesquelles on peut échanger. Et bon, voilà. Ça va le faire. Mais ça peut très bien fonctionner. Si tous ceux qui nous entendent
disent à quelqu'un enfin, que eux fassent le recensement, bien entendu, et puis qu'ils partagent avec 2-3 personnes autour d'eux, ça va vite faire le nombre. Hein. Ouais, normalement, ça va plutôt vite. Par contre, je t'ai coupé. Donc, tu dis, on discutait un peu de votre défi, de vos défis. Donc, il y a l'idée de faire nombre, donc d'avoir assez d'écopreneurs pour avoir du poids. Il y a d'autres défis enfin, ou des obstacles que tu vois dans les prochains mois qui nous empêchent, nous, écopreneurs, d'avoir le monde qu'on souhaite. Non, mais je pense que, bien entendu, le fait d'être nombreux, mais ce qui est important aussi, c'est de participer à la coalition. Hein. Et donc, en effet, de participer au groupe de plaidoyer, par exemple, même si là, pour l'instant, on est plutôt focalisé sur la diffusion, mais il y a quand même des choses. Les élections, c'est une chose, les accords gouvernementaux, c'est une deuxième, et puis les décisions, c'est une troisième. Et donc, nous, il est clair que le travail ne se termine pas le 9 juin. Hein. Il fait commencer le 9 juin. Ouais. C'est parce qu'après, il y a les accords gouvernementaux. Et comme on a des échanges, on doit tout le temps affiner, alimenter le fait pour que les propositions qu'on fait puissent rentrer dans les accords gouvernementaux et mettre des mesures politiques en œuvre. Ouais. Et donc là, les groupes de plaidoyer ont un rôle important. Parce qu'on doit tout le temps alimenter pour rendre actionnables des idées qui au départ sont un petit peu des idées macro. Après, il faut les mettre dans la pratique, dans les politiques. Et donc les politiques reviennent vers vous en disant ça marchera jamais, essayez d'affiner. Non, on dit jamais, on continue pas à travailler avec eux. S'ils disent jamais, ils disent faut affiner parce que c'est pas vraiment. Oui, mais voilà, mais souvent il y a ça. Oui, il y a ça. Non, mais c'est ah oui, ça c'est intéressant, mais ça c'est un peu le problème. Puis attention, il y a ça et ça. Et puis continuellement, il faut essayer d'alimenter. Hein, et puis rendre vraiment les choses actionnables. Ouais. Et c'est tout le travail de ces groupes. Est-ce que c'est un peu faire leur travail comme ça? Eux, ils peuvent ramener ça. Tu veux peut-être pas dire ça en live. Oui, on pourrait rêver d'un monde où les politiciens font le travail dans l'intérêt général de tous et représentent tout le monde. C'est un petit peu leur demander la tâche impossible dans le monde d'aujourd'hui. Et puis à côté de ça, ce qu'on essaie aussi de faire, et ça c'est un peu un accent nouveau cette année, ça vient d'une remarque d'un de nos écopreneurs, de Rudy Collin notamment. En fait, quand il le dit, on savait pas que c'était une évidence. C'est qu'on est trop souvent entre nous. Et une des choses que l'on veut faire, c'est nous justement infiltrer le mainstream, mais avec les écopreneurs. Et donc, essayer d'être nombreux ensemble et créer un espace écopreneur dans le business as usual. Et le premier événement, c'est par exemple un Municipalia, qui est, je pense, au mois d'avril, la mi-avril, 18-19, je crois. Eh bien, on va créer un Kaya Square au sein de ce salon des mandataires publics. Et on aura 6-7 écopreneurs qui seront là. Hein, et ensemble, on va montrer ce que c'est qu'entreprendre autrement. Ouais. Hein. Et donc, il y aura, je pense, par exemple, à Elocope. Je pense que Gramiterm sera là aussi. Tu peux nous parler un peu de ce qu'ils font on parlait d'inspiration et de comment on peut inspirer. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils font, les écopreneurs qui seront là? Ceux qui sont par exemple, ou les inspirants. Elocope, par exemple, c'est des tiny houses en low-tech. Ouais. C'est très, très intéressant. Donc c'est une forme d'habitat léger, naturel et en low-tech. Et avec beaucoup de matériel de réemploi. Ouais. Donc c'est très très intéressant comme concept. Donc ça c'est une chose. Gramiterm, c'est aussi un magnifique exemple. Gramiterm fait des isolants essentiellement pour les toitures, mais aussi les murs des maisons. Mais c'est de l'herbe. Plutôt que d'utiliser du polyuréthane, qui est très utile pour isoler, mais c'est quand même, à l'heure où on interdit aux enfants de mettre des pailles dans leur verre, on mettrait 5000 pailles dans son toit. 5000 peut-être plus. Donc c'est un peu. C'est romantique parce qu'il y avait des toits en paille avant. Donc oui, mais c'est pas la même paille. Et donc, c'est un peu un gros tout droit que je fais, mais donc Gramiterm, eux, c'est avec de l'herbe. Et en plus, un jour, on me dit, mais ils prennent l'herbe là où on en a besoin dans l'agriculture, mais pas du tout. Parce qu'ils ne pourraient même pas se payer l'herbe qui serait marchande, qui aurait une valeur marchande. C'est de l'herbe qui vient des coupes des canaux, des fleuves, des routes, sur la voirie. Du déchet, quoi. C'est de l'herbe déchet qui partirait au mieux en compost, qui est réutilisé. C'est un magnifique exemple. En plus, c'est local. C'est fabriqué ici à Sambreville. Et il y a toute une filière comme ça dans les matériaux biosourcés, beaucoup en ligne, il y en a d'autres.
Euh, euh, donc ça, c'est deux très beaux exemples. Mhm. Chouette. C'est des beaux exemples, effectivement. Il y a Et plein il y a un d'autres, peu, hein. il y a vraiment un peu, il y a vraiment de tout. Ouais, Dans la coalition, il y a du service, il y a du produit, il y a ouais, bien sûr. dans la construction. Ouais, Enfin, ouais, il y a deux très beaux exemples aussi que je trouve qui me font tout plaisir, parce que c'est bon, en plus c'est bon. C'est la chocolaterie Galère Ouais, et la maison d'Andois qui nous a rejoint aussi également. C'est deux très belles histoires. ouais. C'est deux très belles Bon, histoires. on a eu Dandois l'année passée, je pense, Ouais, sur le sommet. ouais. Galère, on les a pas encore invités, mais Ah ouais, on n'a pas encore fait les chocolats. ouais. Bah, vous devrez les rencontrer à l'un de nos événements. Ils sont quand même souvent à nos événements. Ouais, ça marche, super. On va passer à la dernière section. Il reste Mhm. 8 minutes. Mhm. Je voulais quand même parler des imaginaires. On pose la question. On a décidé d'explorer beaucoup plus ce sujet-là pour montrer un monde positif comme vous faites. Et donc, je voulais savoir ce que c'est ton monde idéal en 2030 ou 2050. Si tu oses rêver à 2030, tu es dans 6 ans, ou 2050 en tout cas. Ouais. Ah, clairement, si tu me demandes l'idéal, c'est très clairement moins de bien, plus de lien. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est tombé, enfin, je ne vais pas lancer la pierre à personne, mais on est tombé dans un monde où on a l'impression que pour être heureux, il faut acheter. Mhm. Que c'est là qu'on voit des comportements compulsifs, et encore plus maintenant, avec tous les trucs pas chers sur Internet, alors voilà, les comportements compulsifs, ils sont à un clic, quoi. Mhm. Et donc, on est vraiment dans un univers où c'est des moments de plaisir qui deviennent des moments de consommation complètement impulsive, hein, et on voit tout ce que ça crée comme dommage. Hein. Et qu'en fait, l'être humain, il s'épanouit par la reconnaissance des autres. Et donc, par le lien social, par le fait que tu peux partager. Il y a des magnifiques projets, hein, pour ça. Un des plus beaux exemples que j'ai vu récemment, et qui est un double exemple, c'est lors d'une soirée de Citizen Fund. Hein. Citizen Fund, donc c'est un réseau de citoyens qui essayent de mettre un petit peu de moyens à financer des projets coopératifs et porteurs de sens, et bien entendu respectueux de l'environnement. Et il y avait, outre et locaux, dont je parlais tout à l'heure avec les tiny houses, il y avait les vins du pays d'Herve. Ça me touche parce que ça, c'est mon pays. Hein. Donc, je connaissais à peine les vins du pays d'Herve, même si un de mes frères m'avait fait découvrir. Mais bon. Et j'ai découvert la coopérative des vins du pays d'Herve. C'est un magnifique projet. Bon, le vin est bon, ça ne faut jamais l'oublier. Et moi, j'ai été surpris. J'ai ouvert un jour une bouteille que mon frère m'a offert, que j'avais laissée d'ailleurs dans un coin, parce que je me dis, du pays d'Herve, c'est une piquette. Bon. Allez, un jour, je l'ai ouvert, et avec ma femme, on s'est dit, mais il est délicieux, ce vin. Et en plus, tout ce projet, c'est vraiment beaucoup de bénévoles qui font une exploitation viticole, qui développe la viticulture dans le pays d'Herve de manière très coopérative. Et donc, je vous invite à un peu découvrir le vin du pays d'Herve. C'est une magnifique histoire. Et ça, c'est de vraies histoires de lien. Hein, et où on redonne la vie à des territoires à travers une activité qui sert le bien commun. Hein. Et donc ça, je pense que c'est un peu le monde idéal. Et c'est pas un monde de bisounours. Hein. Non. C'est pas un monde de ça bisounours. parce que je ne citerai pas, mais j'ai eu un ami qui m'a appelé il y a 2 semaines en disant j'aimerais fêter les victoires de mon entreprise, ses victoires personnelles, entrepreneuriales, mais sans tomber dans le consumérisme, Sans le matérialisme. Et donc il m'a dit, voilà, il m'a dit, je pense que tu pourras avoir des idées. Donc je lui ai dit ça, je lui ai dit en fait, l'important quand tu fêtes une victoire, c'est avec qui tu l'as faite et même pas comment. Bien sûr. Après, si tu as envie de consommer un vin durable, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est les gens. Et donc l'année dernière, lors de la Shifting Week, là, on a invité entre autres Francine Muni, de l'Université de Strasbourg, qui est un économiste, qui a travaillé sur l'économie du bonheur, hein, où en fait, il a démontré que les entreprises qui mettaient en évidence la reconnaissance, le bien-être, et toute une série de choses, mais surtout la reconnaissance, ont des performances supérieures aux autres. Hein. Et la reconnaissance, et donner de l'importance à ce que les gens font, et bien entendu donner du sens à tout ça. Et on revient à l'entreprise à mission du bien commun, de l'intérêt commun, pardon. Tout ça, c'est important, le sens,
la reconnaissance, la valorisation de ce que chacun fait, hein, à travers aussi, je dis, oui, moi je l'aurais pas fait comme ça, mais c'est quand même super parce que ce que tu as fait, c'est quand même bien, ça aide l'entreprise. Et ça, c'est différent. C'est très différent. Dans les entreprises, on est plutôt obligé de faire comme quelqu'un a pensé de le faire, hein. Et plein de consultants qui imaginent comment on doit faire, hein, et puis d'autres qui doivent juste faire ce que les consultants ont fait. Hein, on dit qu'il fallait faire ça. on dit qu'il fallait faire, je dis rien pour les consultants. Hein, En mettant une petite note de bas de page, nous ne sommes pas responsables en cas d'échec. et puis alors, ils font tous des types de box en téléconférence sur leurs écrans. Vraiment. C'est bon. Nous, on Ça, peut le ça dire a pas parce de qu'on est sens. consultant. Donc, très clairement. Donc, et ça, c'est toute la thèse de Francine Munier, c'est Ouais. adopter des comportements pro-environnementaux rend heureux. Mhm. Et dans l'entreprise, il faut rendre ça possible, Ouais. que l'entreprise ait un sens par rapport à ça, et surtout valoriser les gens qui vont dans ce sens-là. Et ça, c'est un peu un monde. Je peux pas parler de ça comme un monde idéal. C'est le monde que nous, on veut voir émerger, voilà, et qu'on défend. Et je vous assure, ça rend heureux. Ouais. Ouais, je valide. Je valide. On te réinvitera pour parler de gouvernance parce qu'on a à peine touché à ça. Et je sais que tu as Tout à fait. beaucoup d'idées là-dessus. Mais là, on voulait parler de Kaya aussi parce que c'est un modèle assez, enfin, qui est ambitieux et un peu différent. Il me reste 2 minutes Ouais. pour te poser 2 questions. Est-ce que tu as un conseil aux entrepreneurs bah, tu en as déjà parlé, mais les entrepreneurs en transition, les entrepreneurs qui se posent la question de se dire, tiens, oui, j'ai envie d'y aller, ou je comprends pas. Et puis, une ressource. Ça peut être sur la transition, ça peut être juste un livre, un film que tu as aimé, quelque chose que les gens peuvent aller voir pour s'inspirer. Ouais. Alors peut-être, conseil, très clairement, c'est se donner les moyens. Trop d'écopreneurs et de jeunes entrepreneurs, d'ailleurs, se lancent un peu la fleur au fusil. Voilà. Et à côté de ça, des startups qui lèvent un paquet d'argent, qui le brûlent vite fait, bien fait. Alors je dis pas que, je vais pas dire l'inverse de ce que je dis, mais il faut quand même un petit peu de moyens pour se lancer. Il faut quand même un petit peu se donner les moyens au départ. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, avoir un vrai plan de développement relationnel. Le premier facteur de succès d'une entreprise, c'est sa capacité relationnelle, sa capacité à construire des relations avec ses parties prenantes, développer sa clientèle. Voilà. Et ça, on l'oublie souvent. Plus de liens, moins de biens. Plus de liens, exactement. Donc ça, c'est vraiment la capacité relationnelle, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, ils le savent au sein de l'équipe Kaya, je dis, on ne doit pas être ici, on doit être dehors. Vous venez de prendre des bureaux, Ben oui, voilà, mais c'est bien justement pour ça que je le dis. Parce qu'on on les loue, mais il faut qu'ils soient beaucoup parfois plus à l'extérieur, à 2, sans bureau, que justement à 4 dans un bureau. Ouais. Et ouais, donc voilà. Et alors, tu me dis un peu quelque chose, un film, un livre, un podcast que tu as aimé. Outre la troisième révolution industrielle de Jeremy Flynn que j'ai cité tout à l'heure, je citerai quand même deux autres livres. Un qui est quand même quelqu'un qui est devenu un mentor pour moi, c'est Cécile Renoir. Et elle a écrit pas mal de bouquins, plusieurs avec Gaël Giraud d'ailleurs. Mais celui que je cite, c'est Éthique et entreprise, qui est un bouquin qui est seulement déjà 7-8 ans, qui est un petit livre pas très compliqué, mais qui est pour moi un truc essentiel justement sur la partie éthique et la gouvernance. Ça, je recommande vivement. Et alors, l'autre bouquin qui lui est un peu plus difficile, ils sont même deux livres, c'est L'existence écologique, tome 1 et tome 2 de Christian Asperger, qui est passionnant. Et d'ailleurs, il faut qu'on le recontacte pour l'inviter. On voulait l'inviter l'année dernière à Shifting Week, mais il y a eu des changements de date, donc finalement, il n'est pas venu. Mais je ne désespère pas qu'on replanifie tout ça. Mais l'existence écologique, je vous le recommande vivement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié de demander quelque chose? Est-ce que tu as un message pour le monde avant qu'on clôture? Message pour le monde? Non, ayons confiance et allons-y, quoi. C'est un beau message pour le monde. Merci beaucoup.